voilà, mesdames et messieurs, merci. Atterrissage dans quelques instants. Bienvenue sur la planète de Matin Bonheur. Nous sommes le lundi 5 novembre 2018. C'est le premier lundi de cet avant-dernier mois de l'année. Encore une cinquantaine de jours avant d'atteindre le 31 décembre 2018. Et vraiment, on est très très heureux pour tous ceux qui nous regardent très tôt ce matin, tous ceux qui nous regardent par exemple depuis Melun, c'est à côté de Paris en France et dans le monde entier. Merci donc à toutes et à tous et bonjour à ma très chère voisine Alix Kokola Apia. Bonjour. Bonjour Marco, là tout est complet là, c'est bien. Des fois il faut tout sortir. Bonjour à vous, complet. Bonjour, bien réveillé on espère en tout cas. Nous on est revigorés pour démarrer cette autre semaine avec vous. On vous offrira toujours le bonheur qu'on vous l'a promis depuis le début de cette saison. N'est-ce pas Marco? Ness, allez, aujourd'hui, on aura dans le volet emploi, comment faire lorsqu'on arrive dans le milieu du travail, quelles sont les armes positives, bien sûr, soit dit en passant, à avoir pour se lancer dans cette bataille en griffe du monde de l'emploi. Mais avant, on aura aussi... Mais avant, on aura bien sûr nos échanges avec nos consultants maison. Aujourd'hui, vous savez que c'est lundi. Lundi, on parle de info route avec M. Paul Arnaud-Écou. Il s'agira des règles de priorité de passage. Est-ce qu'ils sont toujours respectés? Est-ce qu'elles sont toujours respectées, pardon? Et puis, quand c'est pas respecté, quelle est la sanction qui tombe? Ce sera dans quelques instants avec notre consultant. Alors, également, mesdames et messieurs, Matin Bonheur est très heureuse. L'émission est très heureuse d'accueillir un deuxième parrain, deuxième sponsor. C'est l'une des rares émissions donc, du paysage cathodique, du paysage télévisuel, à bénéficier donc, de deux parrains. Donc l'ANAGED qui nous reçoit. On aura bien sûr un représentant sur ce plateau pour nous parler. Et ce sera comme ça au moins 2 fois par semaine pour nous parler du comportement éco-citoyen à avoir. Vraiment, nous sommes très heureux et on sait qu'on se lève le matin et ça a forcément des impacts sur la population. Et nous sommes lundi. Vous savez maintenant que chaque lundi, nous vous apportons beaucoup d'éléments pour démarrer au mieux vos semaines. Donc lundi motivation, aujourd'hui, on vous parlera de comment élever le niveau d'énergie. Voilà, on parlait de cette énergie nécessaire pour atteindre ses objectifs. Mais soyez au rendez-vous, c'est avec Serge Taïba, notre coach. Ange Patrick Éolier, si vous préférez, Ampa, c'est comme ça on l'appelle dans l'équipe de Matin Bonheur, sera avec nous avec sa magnifique voix. Vous allez le voir très bientôt en direct. Il sera là pour nous parler bien sûr de la revue de presse parce que sa spécialité chaque matin c'est de lire pour vous les journaux. Hamza Diaby est en train de s'installer, de chausser ses crampons de l'info parce que lui c'est le marathon de l'info. Il parcourt des kilomètres. Vous le voyez lorsqu'il s'agit d'informations toujours sur RTI 1. Le 5 novembre, il s'en est passé des choses, Alix. Oui, il s'en est passé des choses, mais déjà le 5 novembre, nous fêtons dans le calendrier grégorien les prénommés Sylvie, Caïque, Tiao, Domina, Sylvette, Sylvia et Sylviane. Et nous, on a une Sylvie ici, Sylvie Touré, chef des éditions de RTI 2. Coucou à elle. Il y a une Sylvie dans une famille. Oui, c'est vrai, c'est des noms qui sont tantôt elle critique beaucoup. Tantôt elle est sévère. Tantôt elle est sévère, tantôt elle est gentille, elle est vraiment de bons conseils, tout ça. Et puis aujourd'hui, il y a des événements qui rythment cette journée, 5 novembre. 5 novembre 2006, Saddam Hussein, donc ancien président de l'Irak, tout puissant président de l'Irak, est condamné à mort pour le massacre de 148 chiites en 1982 à Doujaïl. Et 5 novembre 1998, Lionel Jospin rend hommage au chemin des dames à Auschwitz, à tous les soldats de la Grande Guerre, y compris, on va dire, ceux qui furent fusillés principalement en 1917 pour l'exemple des propos jugés inopportuns par l'Élysée. Voilà. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur avec votre serviteur Alix Kokola. Marcelin Gourouille est tout juste à côté. Et juste à côté de nous, on a Hamza Diaby qui va estampiller maintenant le côté info de cette émission. C'est la première salve donc, de 3 flashs qu'on aura tout au long de cette journée. Bonjour Hamza. Bonjour Marcelin. Bonjour, mesdames et messieurs. Ce 6 heures, l'Adaye Caissier, célébration de la culture bron dans toutes ses dimensions, s'est tenue à Tabagne dans le département de Bondoko du 30 octobre au 4 novembre dernier. Hier donc, cette célébration a enregistré la présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement venus s'imprégner des valeurs culturelles du royaume bron. Serge Collier.
Le kété et le bento, deux danses à la gestuelle gracieuse. Deux rythmes qui symbolisent la noblesse royale en pays bron. C'est le plateau artistique qui a été choisi pour accueillir le vice-président, invité de marque de l'Adaye Kessé 2018. Daniel Kablandinkan et les autres invités bien installés, la parade des chefs peut commencer. Les princes des 5 provinces, membres du gouvernement bron, les chefs de canton et des villages étalent la richesse culturelle de ce peuple dont les ramifications s'étendent jusqu'au Ghana voisin. Les 37 alliés du royaume sont également de la partie. L'Adaye Kessié met cette année les alliances interethniques en avant, comme le témoigne ce discours du porte-parole du royaume, interrompu par les autres alliés à Caen. Chers alliés du peuple baoulé, Agni. Qui t'a donné permission? Tu as demandé permission à qui? Mais toi-même, tu es qui même? Nous sommes les Akans qui vous commandent. Toi, esclave du Moronou, tu viens voir m'interrompre? Tu peux m'interrompre? On peut vous interrompre à tout moment. C'est pas possible. Si tu veux, nous allons devant le roi. Même le on vice-président ne peut pas m'arrêter. Après un conciliabule, dans la pure tradition, l'entente revient. Moment choisi par les différents intervenants pour saluer cette tribune qui garde intactes les valeurs culturelles et patrimoniales bron. Le vice-président se félicite de la renaissance de l'Adaye Kessié après 31 ans de silence. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers parents du royaume bron, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a demandé de vous traduire à la fois sa fierté et sa solidarité pour cette manifestation qu'il soutient hautement. Puisant aux sources profondes et séculaires du riche patrimoine bron, l'Adaye Kessié représente une part significative de l'héritage civilisationnel et culturel du peuple bron. Je voudrais surtout me féliciter de ce que, par-delà son aspect festif, l'Adaye Kessié soit un véritable facteur de consolidation de la paix, la cohésion sociale et, en un mot, du vivre ensemble. La vie du royaume bron est marquée par l'Adaye, qui est le tout premier conseil de l'année. L'Adaye réunit tout le royaume bron autour de son roi et traite des affaires économiques, sécuritaires et judiciaires. L'Adaye Kessié se tient 12 jours après la fête de l'Igname. De la célébration de la culture bron à la célébration de la culture Nzima Kotoko. L'Abissa 2018 aura bel et bien lieu. Ce sera le 10 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le comité d'organisation et les garants de la tradition Nzima Kotoko ce dimanche. Le mercredi 7 novembre prochain aura donc lieu une grande cérémonie, une cérémonie de purification de la place Abissa, après quoi suivra la cérémonie festive prévue pour le samedi 10 novembre de 16h à 18h. Nos équipes seront sur place pour vous faire vivre cet événement. Un mois après l'ouverture de la campagne du Café Cacao, un appel à la vigilance face aux bandits a été lancé par le préfet de police de Daloa. Au cours d'une tournée de sensibilisation des acteurs de la filière du Café Cacao de la région du Haut-Sassandra, l'autorité policière a recommandé aux opérateurs de la commercialisation, la protection de la campagne policière lors des déplacements des fonds. Ceci en vue de réduire les braquages durant la campagne. Ngana Konaté. La police de Daloa en tournée d'échange et de sensibilisation avec les opérateurs de la commercialisation du café et du cacao. Au cours de cette rencontre avec la communauté burkinabé, le préfet de police a appelé les acheteurs et sociétés coopératives à la vigilance. Ouattara Lansina explique le mode opératoire des bandits, souvent postés devant les banques ou après les corridors. Dans leur groupe, il y a un qu'on met sur vous. Ça peut être un de vos bons petits. Donc, quand tu vas à la banque, il sait que tu allais chercher l'argent. Donc, il met aussi un de leurs membres devant les banques. Donc, cela, il te dit, il est rentré, il a pris. Quand il signale, maintenant, on va voir si tu vas retourner au magasin ou bien si tu vas aller hors de la ville. Ils mettent un de leurs complices après le corridor. Donc, dès que tu dépasses le corridor net, ils ont des motos Apache qui sont rapides ou des véhicules sport rapides. Ils les prennent pour vous attaquer devant.
Des échanges qui ont permis d'attirer l'attention des acheteurs lors des mouvements de fonds des coopératives sur le terrain. Depuis l'année passée à cette période, nos compatriotes ont été attaqués à plusieurs reprises. Il y a certains qui ont perdu les sommes de 50, de 90 millions, de 40 millions. Et cette année, grâce à la vigilance de la police, nous sommes un peu en sécurité. Nous souhaitons que cette année soit vraiment une année vierge au niveau des braquages. Les acheteurs issus de la communauté libanaise ont aussi bénéficié des conseils du préfet de police. Ouattara Lansina a fortement recommandé la protection de la police lors des déplacements des fonds. Avec la coordination du 1er arrondissement, la police de Daloa a fait un grand travail. On a senti un grand changement. On a constaté, on a vu de nos yeux et on a même assisté au tribunal tous ceux qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps, écroués de l'autre côté. Ça veut dire que la justice existe. Durant la campagne précédente, plusieurs acheteurs de la région du Haut-Sassandra ont été victimes de braquages. Les acteurs de la commercialisation sont donc appelés à la vigilance. Reportage signé Ngana Konaté, notre correspondant à Daloa. Refermons ce 6 heures avec ce mot de religion. Les fidèles chrétiens de l'église missionnaire prophétique de la Moisson ont témoigné leur reconnaissance à Dieu hier dimanche. Un culte d'action de grâce a permis aux pèlerins venus d'Israël de manifester leur gratuité à Dieu, auteur de ce voyage. À cette cérémonie de reconnaissance, les chrétiens ont été exhortés à cultiver l'amour du prochain et à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le reportage de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo dans nos prochains journaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous tout à l'heure à 6h30. Exactement, 6h26 minutes, 30 minutes pour être précise. Donc à tout à l'heure, Hamza. Et nous, après ce week-end, il faut bien sûr se dépenser et puis perdre les calories en trop qu'on aura peut-être. Du bon foufou. Du bon foufou. Oui, et à la vous ne maison. m'avez pas invité, merci. J'ai quand même vu des images d'un week-end assez plaisant vous concernant. Je n'entends pas bien de ma place. Sûrement et assurément. Et donc, le monsieur qui vous aide à perdre tous ces kilos est resté toujours mais bon. il était C'est là bien la dernière sûr fois. Le coach Cyril. Ah bon, je ne l'ai pas Il est vu. venu nous faire une surprise, on vous a cherché, mais vous étiez au montage. Vous êtes sûr que vous m'avez bien cherché? Mais oui, demandez. On vous a cherché parce qu'il voulait faire une dédicace spéciale. Voilà, vous n'étiez pas là. On saura se trouver, ne vous inquiétez pas. Ah alors, bon? coach Cyril pour toute la nation Pas et même pendant le que je monde. suis là, en tout cas. Fitness. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à Marco, bonjour Alix, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à vous et c'est un nouveau jour, une nouvelle semaine qui commence et on va commencer avec du sport pour bien démarrer la semaine. Donc on va commencer avec 3 exercices, de petits exercices qui vont être modifiés progressivement. 3 exercices à faire 3 fois pour 15 répétitions. Le premier exercice, on va commencer directement, on colle les pieds, on va écarter les jambes, joindre les mains en haut, resserrer ici et repartir de l'autre côté, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1, allez go. Mouvement rapide. 2, 3, 4, 5, 6 pour 15 répétitions. 7, 8, 9, 10. N'oubliez pas de respirer quand vous montez les bras. 12, 13, 14 et 15. Deuxième exercice, on va juste faire le même mouvement qu'on a fait tout de suite, mais toucher le sol avec une main. Et on change au fur et à mesure, d'accord? Le mouvement, ça sera ça. On touche le sol, on revient et on change de côté. Toujours en position de squat. On descend en squat, on revient et on change de côté. Allez, 1. Assurez-vous d'avoir tout le pied au sol. 2. 3. 4. 5. Mouvement de squat. 6. Je me mets de profil pour que vous me voyez mieux. 7. 8. Comme si vous ramassez quelque chose au sol. 9. 10. 11. N'oubliez pas de garder le dos bien droit. 12. 13. 14. Et 15. Parfait.
Dernier exercice, ce sera des coups de pied. Donc on met les mains au niveau de la poitrine, on va lever les jambes bien en haut, pensez au menton, vous devez lever la jambe vers le menton. On va alterner à chaque fois, d'accord? 5, 4, 3, 2, les mains au niveau de la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Deuxième série, les mêmes exercices, mais avec de petites modifications. Maintenant, on va sauter pour faire les jumping jacks. On repart au premier exercice, mais avec des sauts. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Deuxième exercice, la même chose, toujours avec des sauts. Donc on va partir jambes serrées, descendre en position de squat, toucher le sol, revenir jambes serrées. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1. Allez, courage, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Dernier exercice, de gauche à droite, des coups de pied de gauche à droite. On va mettre les mains au niveau de la poitrine, donner des coups de pied sur le côté. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1. 1 ici et 2 là-bas. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Dernière série d'exercices, vous voyez, je transpire déjà. Allez, on se dépêche. Dernière série d'exercices. On va partir, écarter les bras et les serrer. 5, 4, 3, 2, 1, 15 répétitions ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 15, 11, 12, 13, 14. Parfait. On va partir avec les deux mains maintenant au sol. Jambes serrées. On va chercher quelque chose en bas, on remonte. Allez, 1, 2, 3, 15 répétitions. 4, 5, 6, 7, dos droit. 8, 9, n'oubliez pas de respirer. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Pareil pour le matin. Prenez votre douche, petit déjeuner si possible. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je passe l'antenne. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. On sent que le coach a bossé là, il a bossé. Au revoir. Pardon? On disait au revoir, coach. De façon Miss France. Bah oui, ou royauté Angleterre. Merci au coach Cyril. Et puis bon, on espère que vous avez suivi avec nous. Et puis voilà, ça démarre, ça fait qu'on démarre bien la journée, la semaine, le mois également. Oui, lui, on va le recevoir dans quelques instants, monsieur Ekou Paul Arnaud. On va parler bien sûr des règles de priorité de passage. Ça, c'est au niveau de la sécurité routière. Et puis on va aussi aller dans le point haut. Mais avant, Alix, nous allons aller voir en pas. Exactement, notre Ange Patrick Éolier qui va nous donner en tout cas toutes les grandes lignes de l'information d'ici et d'ailleurs dans la revue de presse. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous. La presse ivoirienne revient ce lundi 5 novembre sur la disparition de Aboudraman Sangaré, ce combattant des premières heures du Front populaire ivoirien décédé samedi. Depuis La Haye, voici l'hommage émouvant de Babo à Sangaré. Je tiendrai jusqu'au bout, je te dois, titre Soir Info à sa une. Toujours selon ce quotidien, les activités au sein du parti anciennement au pouvoir ont été suspendues par son leader détenu à La Haye. Le journal L'Inter, lui, croit savoir les raisons de la disparition de Aboudraman Sangaré. Ce quotidien s'intéresse aussi à la réaction de Henri Konan-Bédié, de Guillaume Soro et celle de Gandia Camara après la nouvelle tombée ce week-end. Ce tabloïd de Côte d'Ivoire aborde aussi la grogne ce lundi des syndicats dans le milieu de la santé dans notre pays. La voix originale souligne pour sa part que c'est Odette Soyer qui a été désignée pour être présidente du comité d'organisation des obsèques. Autre quotidien, autre tonalité, le journal L'Essor se demande lui si un président de l'Assemblée nationale
et payer pour se promener à l'étranger pour torpiller le régime avec en une la photo de Guillaume Soro. L'essor qui dit aussi que l'avenir politique du PAN est fini. Terminons la revue de presse locale avec Abidjan.net qui révèle que la Bissa, la fête annuelle des Nzima Kotoko, se tiendra finalement le 10 novembre prochain selon le comité d'organisation. Sur le continent, Jeune Afrique s'intéresse aux derniers meetings qui ont eu lieu ce week-end pour la présidentielle malgache. Selon l'hebdomadaire panafricain, à moins de 24 heures du scrutin, 3 noms partent favoris au nombre desquels le président sortant, Harry Erazonaribam Pianina. La dernière information est consacrée à un poste à pouvoir aux États-Unis. Ce job va consister à caresser des chiots. Rassurez-vous, il est très bien rémunéré puisqu'il vaut 50 000 francs CFA l'heure. Les intéressés doivent montrer leur talent de caresseur canin dans une vidéo à poster sur le site de l'agence qui recrute. Alix, Marco, c'est ici le lieu de signaler que les mangeurs de chiens ne sont pas concernés par cette annonce. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. À demain. J'espère que le message est bien passé pour les adeptes. Je m'entraîne déjà sur une belle personne. Les adeptes de chair canine, non, vous n'êtes pas concernés. On caresse comment? Ça dépend. Hein. Vous voulez caresser comment? Il y a des caresseurs à Abidjan. Hein. Vous en connaissez? 50 000 francs de l'heure. 50 000 francs CFA l'heure, mon Dieu. On s'y mettra. On ne démissionnez pas, on a une émission à terminer. La suite, Alix. La suite, c'est avec notre consultant qui est déjà en plateau. Bonjour, monsieur Paul Arnaud Écout. On va le caresser, lui, dans le sens du poil, parce qu'on va parler de sécurité routière. Oui, il faut aussi. Bonjour, Marco. Bonjour, bienvenue. Alors, on parle des règles de priorité de passage. Tout de suite, on part d'abord pour le jingle. Ici, les... Monsieur Écout, qu'est-ce que le principe de la priorité de passage? Expliquez le fondement des règles de priorité, s'il vous plaît. Généralement, quand on parle de priorité de passage, oui. les automobilistes, beaucoup d'automobilistes se réfèrent à la priorité à droite. C'est vrai que c'est vrai, mais c'est très, très réducteur des principes de priorité. Il y a pratiquement 6 ou 7 régimes différents de priorité de passage dans le code de la route. La priorité à droite ne réglemente que les priorités de passage à des intersections. À des intersections qui ne sont pas à sens giratoire, c'est-à-dire qui ne sont pas des ronds-points. Ici, on a une intersection à Y, donc c'est la règle de la priorité à droite qui va s'appliquer. D'accord. Mais on a tendance à croire que, la priorité à droite s'applique à toutes les intersections. Ce n'est pas le cas. Okay. Je dis bien, c'est des intersections qui ne sont pas des ronds-points. Dans un rond-point, on n'est plus en face d'une priorité à droite, mais on a la priorité pour le véhicule qui fait l'anneau, qui circule dans l'anneau. Qui fait la rotation. Qui fait la rotation. Donc, il y a la priorité pour sortir à droite ou à gauche. Et cette règle de priorité à droite, on a tendance à croire qu'elle est la plus générale. En fait, c'est l'exception. La règle de priorité, c'est plutôt la priorité sur le panneau. On a la priorité à droite lorsque la signalisation n'indique pas une autre forme de priorité. Donc, si vous arrivez que vous avez un panneau stop, vous vous arrêtez. Quand même vous venez de droite, vous vous arrêtez et vous cédez le passage. Quand vous avez un panneau de céder le passage, vous vous arrêtez également. La règle de la priorité à droite peut se retrouver aussi lorsque une chaussée à 2 voies va se trouver rétrécie. Par exemple, chez nous, selon notre code, on fait les dépassements par la gauche, mais on contourne les obstacles par la droite. Par la droite. Voilà. Donc, quand vous continuez l'obstacle et vous revenez vers la gauche, vous avez la priorité, c'est celui qui aura continué l'obstacle par la gauche. Vous pouvez aussi avoir des cas de priorité. Et vous allez arriver à... Vous avez 2 voies, une chaussée à 2 voies dans le même sens. Celui qui est à gauche, qui est à droite plutôt, qui va se rabattre sur la gauche, il a la priorité, c'est celui qui vient de la gauche. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs éléments de priorité qu'il faut connaître. Par exemple, quand vous montez une pente, le véhicule qui descend la pente n'a pas la priorité. Il doit céder le passage au véhicule qui monte. Il y a plein de situations comme ça. Il y a pratiquement une dizaine de situations de priorité de passage dans le code de la route. Alors, monsieur Écout, quels sont les cas d'application de priorité de passage? Je vais l'expliquer, mais je veux qu'on retienne 3 grands cas. Pour me résumer, il faut d'abord savoir qu'il y a une signalisation. La plus célèbre, c'est les panneaux de céder le passage. Il faut aussi savoir qu'il y a des véhicules qui ont en eux-mêmes des règles de priorité. Je prends les véhicules qu'on connaît, c'est l'ambulance. Ce sont des véhicules dits prioritaires. Ce qui est marrant, c'est que dans notre code, les véhicules prioritaires, on compte également le corbillard, qui est prioritaire. Mais les véhicules pourquoi c'est marrant? Vous trouvez ça marrant? Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de croire qu'ils ne sont pas prioritaires, parce qu'il y a un long cortège derrière.
Mais ces véhicules prioritaires ne sont prioritaires que lorsqu'ils annoncent leur passage par les avertisseurs sonores et lumineux. Donc ambulance, corbillard. Ambulance, corbillard, véhicules de police, véhicules de pompiers. Quand les véhicules de l'autorité. Oui, les véhicules de l'autorité, mais les véhicules de l'autorité, c'est quand ils sont dans le cortège. OK. C'est quand ils sont dans le cortège. Juste la plaque, ça ne suffit pas. Circuler juste avec la plaque, c'est le cortège qui a l'autorité. Et les mariages, la convoi de mariage justement, ce n'est pas cité par le code de la route. Mais là, on va se retrouver dans un cas qui ressemble à ce qu'on appelle la colonne des voitures. Malheureusement, les colonnes des voitures ne sont prioritaires que lorsqu'il s'agit des colonnes militaires. Le code ne donne pas la priorité. J'explique pourquoi. Parce que généralement, on a une mauvaise habitude, c'est que lorsqu'il y a la situation un peu serrée, lorsqu'un véhicule prioritaire passe, on a tendance à le suivre. On n'a pas la priorité de véhicule prioritaire. Donc, on est en infraction automatiquement. Un exemple, moi je vous donne un exemple. Un ministre qui a son véhicule de sécurité, qui est par exemple en retard au conseil du gouvernement, au conseil du ministre qui veut aller, là, il n'a pas le droit là. En fait, s'il est en cortège, il a la priorité. Le cortège, c'est à partir de 2 véhicules, hein, c'est pas plus. Dès qu'il y a 2 véhicules, dès que le véhicule du ministre est suivi, est précédé par un véhicule priorité, ils appellent généralement la flèche, et qu'il annonce son arrivée par les gyrophares ou par la sirène, il devient prioritaire. Mais s'il est dans sa voiture, il s'en va, c'est pas parce qu'il a la plaque jaune qu'il est prioritaire. C'est bon à savoir. Parce que... Là, vous parliez à l'instant de panneaux de signalisation. Quand il n'y a pas de panneaux, comment reconnaître, on va dire, la signalisation des règles de priorité? La signalisation ne se limite pas seulement aux panneaux. Elles peuvent être lumineuses. La première signalisation, c'est le feu. Dans d'autres pays, c'est même directement sur le marquage au sol. Le marquage au sol. Le marquage au sol sont des règles de priorité. Donc, on peut écrire le mot stop au sol. Ça équivaut à un panneau stop. Donc, il faut d'abord faire attention aux différentes signalisations. Bien évidemment, les panneaux, les feux. Les feux vont primer sur les panneaux. Les panneaux vont primer sur le marquage au sol, ainsi de suite. Mais il faut aussi regarder l'état de la route. Comme je dis, par exemple, il y a une priorité de voirie. Les voies prioritaires sont reconnues. Et les voies qui ne sont pas prioritaires sont les voies qui sortent des quartiers. Donc, très souvent, vous allez voir qu'il y a un trottoir, il y a un terre-plein. Donc, quand vous sortez, que vous devez dépasser un trottoir, vous sortez d'une voie qui n'est pas prioritaire, vous devez marquer l'arrêt et céder le passage aux véhicules qui sont prioritaires. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, il y a beaucoup de repères à prendre en compte lorsqu'on conduit. Alors, c'est bien beau. Comment je vous entends, je me dis que vraiment on est au paradis. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais avec ce que vous dites et la réalité quotidienne, mais mon Dieu, il y a au moins 6 classes d'écart. Comment faire? Il y en a même bien plus que 6 avec classes. Bon, on parle souvent des cars de transport communément appelés Baka, ou bien des véhicules Woro, tout ça. Mais il y a des véhicules officiels qui, je ne vais pas dire le mot, qui mettent le désordre dans la circulation. Ah oui, hein. Des fois même en sens inverse, ça se passe, oui. Ça met la vie des gens en danger. Le véhicule de police qui prend le sens inverse alors qu'il n'est pas en situation d'urgence, n'a pas... Il est en infraction? Il est en infraction. Moi, à Trècheville, j'ai été choqué, j'étais avec mes enfants, et il y a un 4x4 militaire qui venait en face de nous. Mais on a été traumatisés. Mais comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose, ça ne va pas aller quelque part. Ah non, contrairement, ça va quelque part. Mais généralement, il n'y a pas de constat avec les véhicules de l'armée et tout ça, n'est-ce pas? Pourquoi pas? S'il y a des constats, ça dépend quoi. Le constat, contrairement à ce qu'on... Il faut avoir du courage quand même. Exactement, mais la justice demande du courage. Demander que ce soit la justice. Mais je vous rassure, nos tribunaux sont gorgés de procédures en matière de circulation routière. Soit au niveau des contraventions, mais surtout même au niveau de l'application de l'assurance. De procédures en suspens ou bien de procédures abouties? Exécutées, en assurance. La règle de priorité permet à une règle d'assurance de s'appliquer. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est la règle de la responsabilité. Les assurances tiennent compte des règles de priorité pour partager la responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord avec le principe de votre assurance, vous poursuivez votre assurance. Ça va permettre au juge de se prononcer sur la règle de priorité. Et je vous assure, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de procédures comme ça en cours qui ont déjà abouti. Voilà, ainsi de suite. Et puis les règles de priorité, en fait, le code de la route, il a 2 intérêts. Il va s'appliquer, il va se sentir utile en cas d'accident ou d'incident. Donc, généralement, quand il n'y a rien, on n'a pas envie de perdre le temps pour s'arrêter, sauf à inciter l'individu chauffeur. Mais après, quand il y a un cas où il y a un accident ou il y a un incident, on prend le temps d'ausculter le test pour voir qui a raison. Ça va s'appliquer. Et puis, les règles de priorité, s'ils vont poser 2 problèmes. Ce n'est pas parce qu'il a la priorité qu'il va passer. En fait, la règle de priorité, ce n'est pas pousse-toi que je passe. C'est plutôt, j'ai tendance à dire, c'est plutôt l'obligation de céder le passage quand on veut de la gauche. Mais ce n'est pas l'obligation de passer en priorité. Donc, le code de la route impose à tous les usagers l'obligation de prudence. Monsieur Ekou, honnêtement, les Ivoiriens connaissent. Hein, je vous assure qu'ils maîtrisent le code. Mais c'est son application, là. C'est son application. Est-ce que c'est dû à quoi? Déficit de sensibilisation, mauvais adressage de nos routes? Est-ce qu'il ne faut pas venir encore plus
au marquage au sol, je ne sais pas, parce que tout ce que vous dites là, tout le monde sait, nul n'est censé ignorer la loi. Mais sur le terrain, si ce n'est pas les voitures, même estampillées, plaques jaunes qui créent le désordre, c'est les bacas. Qu'est-ce qu'il faut concrètement finalement? C'est vrai que je pense qu'il y a une petite démission de la part des autorités. Parce que des fois, la première autorité sur la route, c'est l'agent de police. Et donc souvent, contrairement à ce que je vous dis, je pense qu'on a les principes généraux du code de la route, mais on ne le connaît pas dans son application, j'allais dire, juridique. Donc des fois, il va tolérer des infractions parce qu'il ne sait pas comment l'interpréter. Des fois aussi. Mais il y a aussi une démission des autorités, ça je suis d'accord avec vous. Des panneaux qui ne sont pas bien placés, qui sont invisibles, des marquages qui disparaissent. Il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à laisser libre cours à des comportements qu'il fallait forcément sanctionner. Et à cela, on parle justement de sanctions. Quelles sont les sanctions appliquées? Le refus de céder la priorité est une infraction pénale. Donc, c'est une contravention de 3e classe qui encourt donc une amende forfaitaire de 2000 francs. Mais l'amende peut être plus lourde. De 2000 francs seulement? C'est l'amende forfaitaire. Oui, ça aussi, c'est un principe. On a tellement banalisé l'amende forfaitaire qu'on oublie que ça sanctionne des comportements graves. Parce qu'à 2000 francs, il passe et puis il te donne 2000 francs. Je pense qu'on est resté en retard aussi par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure sur la législation. Parce que c'est une amende qui doit... Il faut creuser. Parce que je vois la rédactrice en chef prendre beaucoup de notes. Ça sent le fait que le prochain thème, ce sera vraiment autour du respect aussi de la législation. Merci, M. Ekou. Bonne semaine à vous. Merci bon début de semaine à vous. On va rester dans votre giron, dans votre environnement, avec maintenant le point route. On a deux tronçons à vous proposer. C'est parti. Et le premier nous mènera bien sûr à Marcory. Boulevard Alex Cocola. Non, du tout. Ne cherchez pas les zones. L'échangeur du pont HKB. Et avec, voilà, toujours nos appartements en point de mire. Et puis, circulation toujours fluide à ces heures-là. Deuxième vue d'Abidjan. Je parie que nous allons aller où? Au De Gaulle. Belle vue. Ah oui, le ciel est magnifique. Joli matin. Abidjan vous salue avec le balai de taxi. Avec la corde, la parabole et le câble. Le câble de façon Tarzan pour descendre directement sur la route. En tout cas, voilà, le balai donc, de véhicules est assez timide pour cette heure-là. Une heure qui va nous conduire dans quelques instants seulement du côté du journal. La deuxième flash avec Mr. Hamza Diaby, le marathonman de l'info. Cette fois, ce sera le flash estampillé Afrique avant d'avoir le flash monde aux alentours de 7h06. Vous êtes un matin bonheur, nous avons 2 sponsors sur l'émission. On est très contents aujourd'hui, on a la banane. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse dans la moitié sud du pays. Des réductions de visibilité pourraient s'observer par endroits le long du littoral et dans le sud forestier. Et les denses nuages présents dans le ciel laisseront tomber des gouttes par endroits. En allant vers le nord du pays, le ciel sera bien ensoleillé avec quelques nuages d'altitude. Pour les températures de la matinée, 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, Bondoukou, Boaké et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 25 à Korogo, 22 à Mont, 24 à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra, 23 à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, la forte insolation et la bonne présence d'humidité entraîneront de nombreux bourgeonnements orageux dans les régions le long des côtes et du sud forestier. Après ces perturbations, le temps restera simplement nuageux et les régions du nord, centre, nord et ouest seront également le siège d'orage en cours d'après-midi. Ailleurs, le ciel restera simplement nuageux. Pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 33 aussi à Boaké, 32 degrés à Daloa, 33 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 32 degrés à Mont, 33 à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. 19 personnes de Maurice Kamto, candidat malheureux à la présidentielle du mois dernier au Cameroun, ont été arrêtés dimanche à Bafoussam lors de manifestations contestant la victoire du président sortant Paul Biya. Ces interpellations par la police ont eu lieu en 2 endroits de Bafoussam, capitale de la région ouest, où les partisans de Kamto manifestaient pour protester contre les résultats de la présidentielle du 7 octobre qui ont donné la victoire au président Biya, 85 ans au pouvoir depuis 36 ans. Au cœur d'une banlieue aisée d'Harare, une hutte arrondie au toit de chaume se démarque des habitations à l'architecture récente. De petits citadins en uniforme entrent bouche bée dans la modeste demeure où sont exposés calebasses, arcs et flèches, poteries, tambourins en peau de vache ou encore matelas en roseau. Reportage. Atifari Munongi est une célébrité pas comme les autres au Zimbabwe. Née à une époque où l'éducation des femmes n'était pas une priorité, cette ancienne enseignante est retournée à l'université une fois retraitée. 2 ans plus tard, à 78 ans, elle devenait la femme la plus âgée du pays à obtenir un diplôme universitaire. C'était un grand jour, je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai obtenu le diplôme que j'ai toujours voulu avoir. Mon mari était diplômé et j'ai toujours voulu faire la même chose. C'était une grande réussite. À sa sortie de l'université, Munongi s'était consacrée à la poésie et au conte. Mais depuis, celle qu'on surnomme affectueusement Gogo, ce qui veut dire grand-mère, investit son temps et ses économies dans un nouveau projet. Reproduire une maison traditionnelle dans sa propriété au cœur d'Harare. Son but, préserver l'héritage culturel du Zimbabwe. De nombreux aspects de la vie traditionnelle y sont enseignés, ce qui profitera aux visiteurs dans leur éducation et leur interaction avec les autres. Terminée en 2017, la propriété est composée d'une hutte ronde, d'un poulailler, d'un enclos pour faux bétail et même d'une réplique de l'espace traditionnel où les hommes débattaient des affaires du village. J'invite tous les jeunes enfants à venir, car il y a beaucoup à apprendre. Ils auront l'occasion de manger du maïs grillé, de jouer à des jeux traditionnels comme le nodo, ou encore d'écouter des histoires populaires racontées par une grand-mère. À 80 ans, l'inépuisable Gogo Munongi espère que son parcours servira d'exemple et inspirera les jeunes générations. Les femmes devraient essayer de rêver grand. Les femmes ne devraient pas laisser les hommes rêver à leur place. Les femmes devraient rêver pour elles-mêmes. Des centaines d'écoliers ont déjà visité sa demeure traditionnelle et Munongi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle espère que le projet rentrera bientôt dans le curriculum obligatoire pour les élèves d'Harare. Le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental a sommé l'assureur Crédit Français COFAS de cesser ses activités dans ce territoire largement contrôlé par le Maroc. C'est ce qu'a indiqué l'avocat du mouvement qui multiplie les offensives juridiques contre les entreprises qui y sont implantées. La COFAS, compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, qui assure notamment entreprises aux banques contre les défauts de paiement, s'est vu remettre le 31 octobre dernier par huissier une sommation en ce sens. Le prince de Galles est en tournée en Afrique de l'Ouest dans un contexte de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Londres cherche un accord avec l'Union européenne avant le 29 mars 2019 et la maison de Windsor doit participer à la préparation de l'ère post-Brexit. Charles et son épouse Camilla ont donc entamé mercredi leur tournée en Gambie, au Ghana et au Nigeria, alors que leur fils cadet Harry et sa nouvelle épouse Meghan reviennent tout juste d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des Fidji et de Tonga. Et c'est la fin de ce journal. Je serai encore là à 7h. Oui, on compte sur vous pour être là. Merci beaucoup, Hamza Diaby. Vous êtes un matin moderne, vous faites bien, c'est le premier rendez-vous de la semaine. Dans quelques instants seulement, Gabriel Zani, oui, Gabriel Zani sera avec nous et avec son invité, avec Fadaldé, pour parler un peu de l'univers du Burida.
en particulier de tout ce qui rythme les droits d'auteur en général. Gabriel Zani, avec sa verve habituelle, va tout faire pour savoir ce qui se passe réellement. Pourquoi ne s'entend pas? Pourquoi il y a un souci sur la clé de répartition? Tout un programme, c'est avec elle. C'est Madame, les Ivoiriens veulent savoir. Mais avant, Gabriel, nous vous l'avons promis, hein, vous savez qu'en début de semaine, nous avons tous besoin d'énergie, cette énergie-là qui va nous donner en tout cas la force de pouvoir atteindre nos objectifs et nos aspirations. Lundi, motivation, c'est maintenant avec le coach Serge Taïba en voix off pour élever le niveau de notre énergie. La motivation, c'est le moteur de toute action dans la vie. Votre niveau de motivation détermine votre niveau d'engagement. Et votre niveau d'engagement détermine votre niveau de résultat dans tout ce que vous allez faire. Il arrive que plusieurs dans la vie, malgré cette connaissance précieuse, n'arrivent toujours pas à garder le niveau de motivation requis afin d'avoir le niveau d'engagement dans le but d'atteindre les niveaux de résultats qu'ils ont toujours rêvé avoir. Ils se demandent donc, pourquoi je n'arrive pas à être suffisamment motivé pour faire ce que j'ai à faire? Ou alors, il leur arrive d'être motivé, mais n'arrivent pas à garder ce niveau de motivation longtemps. Ils se posent donc la question de savoir, mais comment rester motivé au quotidien? Comment faire pour garder le cap de la motivation en permanence et ne plus se laisser freiner par les événements passagers dans la vie? L'une des choses les plus précieuses à faire serait de savoir qu'est-ce qui vous démotive. Parce qu'en réalité, vous êtes naturellement motivé. Avec le temps, les événements de la vie qui se sont exprimés par vos échecs, vos défaites et vos déceptions ont créé en vous cette démotivation. Et c'est cet élan de démotivation qui s'exprime parfois au quotidien. Vos déceptions ne viennent pas des événements de la vie, mais de comment vous percevez chaque événement qui se produit dans votre vie. Changez votre façon de voir les événements qui se produisent dans votre vie pour pouvoir changer votre façon de vivre ces mêmes événements. Une perte peut être interprétée comme un malheur, mais elle peut être interprétée comme une opportunité d'avoir mieux que ce qu'on a perdu. Changez votre perception des événements pour changer votre façon de les vivre afin de changer leur influence sur votre degré de motivation. La passion est la première source de motivation. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assez motivé à le faire assez souvent. Trouvez votre passion et vous n'aurez plus à travailler. Vous allez jouer tout simplement. Voici la clé de la motivation en permanence et même de l'épanouissement durable. Il se peut que vous soyez là où vous êtes pour des raisons économiques et qu'il vous est impossible d'abandonner ce travail de peur de ne pas pouvoir assurer au niveau financier. Dans ce cas, restez-y, mais découvrez votre passion et commencez à la pratiquer à mi-temps jusqu'à avoir suffisamment d'indépendance pour l'embrasser entièrement. Vos attentes sont la source de vos frustrations. Plus vos attentes sont élevées, plus vos frustrations seront grandes et plus votre démotivation sera grande. Les attentes que vous avez déterminent à quel point vous serez déçu et démotivé lorsqu'elles ne seront pas satisfaites. Lorsque les résultats d'une situation ne dépendent pas de vous, vous devez veiller à ne pas avoir trop d'attentes et ainsi vous pourriez éviter d'être lourdement déçu en cas de défaillance dans l'atteinte de ce résultat. Les seuls moments où vous avez le droit d'avoir des attentes élevées et même idéalistes, c'est lorsque les résultats dépendent entièrement de vous. Je vous souhaite une excellente journée et une magnifique semaine pleine d'opportunités. Énormément d'opportunités, mesdames et messieurs, c'est ce que nous vous souhaitons, c'est tout le mal que nous pouvons vous souhaiter pour ce mois de novembre et pour les derniers jours de cette année 2018. Dans quelques minutes, nous allons recevoir M. Akichi Alain Roger. Il est le directeur de la communication et des relations extérieures de l'Agence nationale de gestion des déchets, ce nouveau partenaire de la matinale qui viendra au moins 2 fois par semaine nous expliquer un peu ce à quoi on assiste depuis très tôt ce matin, de nouveaux engins, la propriété donc de notre cadre Abidjan, de vie, notre cadre voilà. de vie prend une nouvelle ampleur. Mais avant, moment incontournable également de cette matinale, Instant Vérité, Gabriel Zani reçoit Fadal Dey. Mais que se passe-t-il vraiment au Bureau ivoirien des droits d'auteur? Alors bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans Instant Vérité et vous êtes bien évidemment en direct dans Matin Bonheur. C'est une histoire de plusieurs dizaines de millions de francs CFA qui secouent le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Irène Assavira, la directrice générale, est accusée de vider les caisses du Burida.
Réunie en Assemblée générale ordinaire, Irène Asavira, la directrice, a été révoquée de ses fonctions le 28 septembre dernier, mais la directrice du Burida est toujours en poste. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a dépêché un audit, mais des artistes crient à la manipulation. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il réellement au Burida? Irène Asavira a-t-elle vraiment détourné l'argent du Burida? Si oui, pourquoi est-elle toujours en poste? Et sinon, où est passé l'argent des artistes? À qui profite cette crise que personne ne semble résoudre? Vous vous posez certainement ces questions, mesdames et messieurs. Eh bien, vous avez raison. Et nous, pour vous, aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir dans Instant Vérité Fadal D, porte-parole du collectif d'artistes pour le changement au Burida, CACB, artistes musiciens. Bonjour Fadal D. Bonjour. Bien, alors, le collectif d'artistes pour le changement au Burida, CACB, c'est quoi? Que fait exactement ce collectif pour les artistes? C'est un collectif qui se bat pour les droits des artistes. C'est un collectif qui se bat surtout pour qu'il y ait un réel changement profitable à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Mais voilà, c'est pourquoi ce collectif est né, dont je suis le porte-parole. Tout simplement parce que nous avons remarqué sur quelle base se font les répartitions. Voilà, nous souhaiterons savoir et nous avons compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses et c'est pour cette raison que depuis des mois, dans ce collectif-là, certains artistes demandent le départ d'Irène Vira de la tête du Burida. Oui, on peut savoir pourquoi? Non, parce que dans nos textes, il est dit que quand une faute lourde, dûment est constatée, que le ministre de la Culture peut mettre fin aux fonctions du DG après avoir été saisi par le conseil d'administration. Alors, nous avons effectivement d'abord découvert que Mme Vira la nomination de Mme Vira est basée sur du faux. Parce que le ministre, non seulement a pris 3 arrêtés, ne serait-ce que pour sa nomination, mais dans le 3e arrêté du ministre, il est dit que chaque candidat doit déposer une caution de 200 000 francs, ce que Mme Vira n'a pas fait, alors que le ministre n'avait pas pris un 4e arrêté pour abroger le 3e arrêté. Mais voilà. D'accord, donc Mme Vira, elle a fait du faux, c'est ce que vous dites. Alors, vous savez que bien que pour la gestion du Burida, Mme Vira, pour être nommée là où elle est, il y a eu une proposition. Il y a eu d'abord un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Culture et après avis du Conseil d'administration. Alors, comment se fait-il que vous dites qu'aujourd'hui, Mme Vira a été nommée et cette nomination-là est fausse? Nous sommes membres de l'Assemblée générale. C'est comme nous sommes les députés des artistes. Alors, dans nos textes, il est dit que quand un membre de l'Assemblée générale découvre une faute lourde, non seulement il peut convoquer une AG extraordinaire, mais aussi il peut porter plainte. Alors nous n'avions pas encore découvert, ça fait près de 3 ans, en tout cas ça fait 11 ans que Mme Vira est au Burida, mais ça fait presque 4 ans, 5 ans qu'elle est revenue. Nous n'avons rien découvert. C'est maintenant que nous avons découvert que sa nomination n'a pas respecté les normes. Et ensuite, il y a beaucoup de fautes lourdes de gestion. Voilà, comme Solidartiste, tous les Ivoiriens sont témoins de cela. Solidartiste a été organisé à l'hôtel du Golfe. Et elle-même, elle a reconnu à l'AG. Nous, on nous a dit qu'elle a dépensé au moins 150 millions pour cela. Attends, j'arrive. 150 millions pour cela. Elle-même, elle a reconnu à l'AG que c'est plutôt 120 millions qu'elle a récolté, qu'elle a dépensé pour récolter 35 millions. Alors que quand vous faites le calcul, il y a une perte de 85 millions. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? C'est trop facile ici de venir là ce matin je vous dis que porter des accusations pareilles sur la gestion de Mme Vira. Alors, qu'est-ce qui vous dit que Mme Vira est celle-là dont vous parlez ce matin? Je vous dis que j'ai le PV de l'huissier qui est venu travailler à l'Assemblée générale avec nous. Voilà, et c'est son PV qui est là. Et Mme Vira a parlé. Voilà, contrairement aux accusations portées, Solidartist a coûté 120 millions au lieu de 150 millions comme allégué pour 35 millions récoltés. Voilà, mais voilà, là, ça, c'est le PV. Et c'est ce que dit Mme Vira. Ce n'est pas nous qui l'avons invité. C'est une preuve. Oui, c'est elle-même qui a parlé. S'il vous plaît. Mais Mme Vira également, elle est intervenue dans la presse, comme vous l'avez dit, et elle a demandé aux artistes d'être vigilants. Justement, elle a dit, on veut enlever le directeur général jugé par certains trop rigoureuse et installer la malgouvernance parce qu'aujourd'hui, le bilan du Burida est reluisant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que Mme Vira a dit. Et c'était justement le 28 septembre dernier à l'Assemblée générale. Non, qu'elle arrête.
qu'elle arrête. Quand elle dit ça, elle doit être capable de dire aux Ivoiriens que les artistes ont abandonné au moins 4,5 milliards de francs CFA pour qu'aujourd'hui le Burkina soit là où il est. Mais ça, voilà. c'est normal, c'est votre maison. C'est normal que vous donc, abandonniez faudra pas au moins qu'on nous 4 dise... milliards pour que la maison se remette en scène. Voilà, donc il ne faudra pas qu'on nous dise aujourd'hui qu'elle travaille bien, le Burkina... Non, c'est Mme Vieira qui le dit. Et également, il y a certains artistes qui pensent que son travail est excellent. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a publié un communiqué à cet effet. Il a loué le mérite de Mme Vieira. Et son bilan également est positif. Nous avons le chiffre, M. Fadaldé. Vous ne pouvez pas dire que le bilan de Mme Vieira est positif tant que cela ne profite pas aux artistes de Côte d'Ivoire. Est-ce que le bilan de Mme Vieira est positif avec des artistes qui perçoivent 12 000 francs, 850 francs francs CFA comme droit d'auteur? Le bilan est positif pour qui? Pour elle, pour le ministre ou pour les artistes? C'est d'abord nous. Voilà, quand on dit que vous travaillez bien, il faudra que cela se ressente dans les poches des artistes. Le groupe Sakolo, avec Loudi, ont reçu 850 francs CFA comme droit d'auteur. Alors, attendez. Son bilan n'est pas positif, madame. Voilà, selon les chiffres que nous avons reçus de Mme Vieira, la collecte des redevances a quadruplé de 75 millions repartis entre les artistes en 2011. Le Burkina est passé à 950 millions en 2017. Madame, je viens de vous dire que des artistes comme Fadaldé, comme Ludi de Sakolo, comme Bidefait, continuent de recevoir comme droit d'auteur 8 000 francs, le grand Bidefait. Ludi Sakolo, 850 francs. Il y a des artistes qui reçoivent 15 000 francs comme droit d'auteur, 12 000 francs comme droit d'auteur. Je ne peux pas accepter qu'on nous dise qu'il y a autant d'argent qui est réparti aux artistes et que des artistes sous 12 000 sociétaires. Combien d'artistes reçoivent au Burkina au moins ne serait-ce que 500 000 ou bien chez 1 million de francs CFA, sous 12 000 sociétés? Dans le même temps, il est dit qu'un artiste qui n'est plus en vogue, un artiste qui peut-être ne produit presque plus, excusez-moi, je ne veux pas vous offenser. Je ne veux pas offenser les artistes. En fait, je vous vois venir. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. Non, je vous ai dit. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Voilà, certains artistes qui ne produisent presque plus, voilà, ou bien qui ne produisent plus, qu'on ne voit plus à la télé, sur les antennes. Ces artistes-là ne peuvent plus recevoir des royalties conséquentes. Voilà. Madame, je suis désolé. De quelles royalties parlez-vous? La durée de vie d'une œuvre au Burkina, elle est de 70 ans. Alors, on ne dit pas que la durée de votre œuvre est de 70 ans, et puis bon, 2 ans après la sortie d'une œuvre, vous dites que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose. Vraiment, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Ce n'est pas une question de vogue, c'est une question de tous les maquis, tous les pharmacies, tous les hôtels, tous les magasins, tous les salons de coiffure qui sont raquettés au nom des artistes de Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. Voilà. Alors vous avez, lors de l'Assemblée générale ordinaire du 28 septembre dernier, vous avez révoqué Mme Vieira de ses fonctions. Est-ce que c'est à vous, sociétaires, de juger de la gestion de Mme Vieira et en plus de la révoquer quand on sait qu'il y a un conseil d'administration? D'abord, on ne l'a pas révoqué comme certains le pensaient. On a pris la décision de sa révocation et nous avons demandé au conseil d'administration de mettre notre décision en application conformément à l'article 37 qui dit que quand une faute lourde dûment est constatée, le ministre peut mettre fin à sa fonction. Mais voilà. Au fait, quand nous avons saisi le conseil d'administration s'est mis au travail, a décidé de statuer sur le cas Mme Vieira. Mais 4 fois le conseil d'administration, le PCA a convoqué une réunion, 4 fois le conseil d'administration a été empêché de travailler. Mais voilà, les représentants du ministre, Mme Warawara Liking, M. Orenchi, M. Nyamke, M. Abissa, ils ont fait de l'insubordination. S'il vous plaît, non. On ne cite pas de personnes, ce n'est pas quelque chose de personnalisé. Non, c'est pas, je suis en train de vous dire... que les Ivoiriens puissent vous comprendre sans vraiment indexer... Non, je ne suis pas en train d'indexer, je suis en train de vous dire qu'au conseil d'administration, il y a 4 représentants du ministère, du ministre de la Culture. Nous, les membres de l'Assemblée générale, nous avons élu 10 personnes. Mais voilà. Et à chaque fois que le PCA convoque une réunion, les représentants du ministre font de l'insubordination. Ils ne viennent pas. Vous avez compris. Donc, 4 fois, le conseil d'administration n'a pas pu travailler. Mais l'Assemblée générale est l'organe suprême du Burkina. C'est-à-dire qu'après l'Assemblée générale, il n'y a rien d'autre. Nous avons pris notre décision. Alors, donc, vous avez pris vos décisions. Vous avez vu le ministre de la Culture, M. Banama Maurice. Alors, on ne comprend pas
pourquoi elle est toujours en poste? S'il est vrai que la gestion de Mme Vira vraiment est décriée, la gestion de Mme Vira, comme vous le dites, n'est pas une gestion très saine, elle est opaque. Alors, comment se fait-il que, malgré cette décision de révocation, elle est toujours en poste? Mais je vais vous parler de façon claire et je vais regarder les Ivoiriens droit dans les yeux pour le parler. Nous avons effectivement été reçus par M. le ministre. Et M. le ministre nous a dit que tout ce que nous disons est vrai. Il nous l'a dit. Et tous les artistes avec les conditions... Vous êtes sûr que je vous dis que je regarde les Ivoiriens dans les yeux et je vous dis que M. le ministre nous a dit que les revendications sont vraies et que quand vous êtes en guerre et que vous encerclez votre pire ennemi, il faut lui donner une sortie honorable. Cela veut tout dire. À la deuxième rencontre, il nous a dit, quand vous tuez mal un animal, il faut savoir le dépecer. C'est le ministre qui nous le dit. C'est le ministre qui nous demandant pardon. Mais en même temps, le ministre a fait sortir un communiqué. Vous avez connaissance de ce communiqué-là. Il a loué le travail de Mme Vira. Il dit qu'elle fait un travail assez excellent. Non, il a dit, dans ce communiqué, je l'ai bien écouté et je l'ai, il a dit, il y a une partie des artistes qui dit qu'elle travaille bien et qu'il y a une autre partie qui dit qu'elle ne travaille pas bien. Mais je souhaite revenir sur ce communiqué parce que c'est nous, ce n'est pas le ministre qui a saisi dans votre introduction. En autre point, le ministre, justement, a proposé un audit des comptes du Burida. Et vous criez à la manipulation. Non, qu'est-ce qui se passe? Ça, je voulais revenir en fait. Dans votre introduction, c'est nous, le CACB, qui avons saisi l'inspection générale d'État. C'est nous qui avons saisi la haute autorité pour la bonne gouvernance et non le ministère. Alors nous trouvons que le ministre est partie prenante, le ministère est partie prenante dans la crise au Burida. Alors nous considérons que l'inspection générale d'État est une institution neutre qui peut nous faire un travail propre. Alors quand vous dites que le ministère de la Culture est partie prenante au Burida, dans la crise. Dans la crise, voilà. Oui, parce que nous n'arrivons pas à comprendre qu'avec toutes les preuves que nous avons déposées sur le bureau du ministre, c'est-à-dire l'audit sur le travail de Mme Vira, les FSAC qui ont déclenché cette situation, dont Pat Sako a parlé, dans l'audit, il est dit de façon claire que Mme Vira donne de l'argent main à main aux agents du ministère. Pourquoi vous dites que l'audit commandité par le ministre de la Culture est une manipulation? Parce que tout simplement, ce n'est pas le ministre qui a commandité l'audit. C'est nous qui avons commandité l'audit. C'est nous qui avons demandé l'audit. C'est le CACB qui a demandé l'audit et non le ministère. Et nous avons demandé à l'inspection générale de faire l'audit. Alors nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui cet audit est confié aux inspecteurs du ministère de la Culture. Mais ce ne sont pas les inspecteurs du ministère de la Culture, ce sont les inspecteurs de l'inspection générale d'État. Non, je vous dis que c'est nous qui avons... Ce sont les inspecteurs de l'inspection générale d'État, s'il vous plaît. Il y a ce que le communiqué dit. Et moi, j'ai travaillé avec les inspecteurs dont on parle. L'inspecteur, s'il vous plaît, M. Keita, on a travaillé ensemble. Ce sont effectivement les inspecteurs du ministère de la Culture et non les inspecteurs de l'inspection générale d'État. C'est maintenant que le ministre a adressé un courrier au président du conseil d'administration pour dire que l'inspection générale d'État a décidé de reprendre en main le dossier. Alors donc, le ministre, l'inspection générale d'État... Donc nous ne comprenons pas pourquoi elle fait toutes ces manipulations. Non, voilà. Vous dites dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous dites que le ministère de la Culture, voilà, est partie prenante de cette crise. Je veux bien comprendre la partie où le ministère est partie prenante. On veut bien comprendre. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous avez comme preuve pour dire cela? Parce que la première des preuves, c'est qu'on ne comprend pas. Nous avons donné toutes les preuves à M. le ministre de la mauvaise gestion de Madame. Et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, monsieur le ministre, madame est encore à son poste. Nous ne comprenons pas pourquoi, quand le conseil d'administration que nous avons mis en place doit travailler par rapport à la révocation de madame et que les représentants du ministre refusent de venir au conseil. Nous ne comprenons pas. Il y a une manipulation qui ne dit pas son nom. C'est en cela que l'Assemblée générale a pris sa décision, l'organe suprême. Mais il est normal que le ministre de la Culture, à un moment donné, qui est votre ministre de tutelle, il est normal qu'il intervienne pour trouver une solution. Mais oui. C'est normal. Donc, c'est pas parce que le ministre est intervenu dans cette situation qu'il est parti prenant. En temps normal, un ministre, quand il y a une telle situation où on vient vous dire qu'il y a malversation, vous devez taper le poing sur la table et puis convoquer.
Mais pourquoi vous nous faites ça pour dire que quand vous tuez un Allemand, il faut savoir le dépasser? Non, mais ça, ce que vous dites là, non, ça, c'est la vérité. On n'en sait rien du tout. Non, mais je suis en train de vous le montrer. Non, mais moi, je suis la preuve. Nous aussi, on a fait nos recherches, mais oui. on a fait nos investigations, on a rencontré peut-être le ministre, si vous ne le savez pas. Oui, voilà, donc, en fonction de cela, moi, je vous pose des questions. Je vous réponds. Je vous dis que nous avons déposé, c'est nous qui avons déposé l'audit sur le bureau du ministre. C'est nous qui avons donné la signature falsifiée lors de la nomination de Mme DG. À qui profite cette crise-là, selon vous? À qui profite cette crise que, visiblement, personne ne veut résoudre? La crise ne profite pas aux artistes de Côte d'Ivoire. Mais voilà. Alors, est-ce que vous voyez derrière cette crise-là une volonté politique, une volonté de politiser, si je peux m'exprimer ainsi? Bon, en tout cas, nous voyons que derrière la crise, surtout derrière la décision, la résolution de l'Assemblée générale, le fait que Mme Vira soit encore au Burida, nous voyons un soutien, et ça je suis clair là-dessus, un soutien du ministère de la Culture. Parce que, et je m'explique, parce que la décision de révoquer Mme Vira vient effectivement du ministre. C'est ce qui est dit dans nos textes. Voilà, le ministre peut mettre fin à sa fonction après avoir été saisi par le conseil d'administration. Mais le mécanisme qui est mis en place est faire en sorte que le conseil d'administration ne puisse pas saisir monsieur le ministre. Je vous ai dit tantôt que Mme Vira est nommée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Culture et après avis du conseil d'administration dont font partie les artistes. Madame, je vais vous dire une seule chose. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui, mais je vais vous dire une seule chose avant de finir. Voilà, avant de finir. Pour être candidat en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle, la CEI demande que chaque candidat verse au moins 20 millions. Si tu n'as pas versé cet argent, tu ne peux même pas être candidat après il faut être président de la République. Alors, Mme Vira est basée, sa nomination est faite sur du faux. Alors, donc, Fadadé, artiste musicien, porte-parole du collectif d'artistes pour le changement au Burida CACB. Fadadé, merci d'avoir répondu aux questions des Ivoiriens afin de situer les responsabilités sur la crise qui prévaut au Burida. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. Je vous laisse avec Marco et Alex. Merci beaucoup, Gabriel Zani. Et puis, si vous avez apprécié cet échange, c'est tout le lundi dans Instant Vérité avec Gabriel Zani et ses différents invités. Nous, on part pour un petit arrêt de réclame. Le retour, ce sera avec Hamza Diaby. Formation de qualité. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce dernier pan de l'information matinale. C'est en courant que nous allons ouvrir ce journal en bref et en images. Des dizaines de milliers de personnes courent le marathon de New York, l'un des plus mythiques des marathons courus donc à travers les rues de New York City. Vous le voyez sur ces images. Elle court, Ginette Bédard, 3 heures par jour toute l'année et était dimanche au départ du marathon de New York. Une façon à 85 ans de chasser la solitude et de s'offrir une jeunesse à rallonge. La seule participante octogénaire du marathon de New York, française de naissance, se moque bien des programmes de préparation, des régimes alimentaires et des restrictions. C'est une addiction, une habitude et puis c'est tout. C'est ce que déclare Ginette Bénard. On l'écoute. Alors, tous les jours, je cours 3 heures ici. 3 heures après une demi-heure de yoga. Et je rentre heureuse, satisfaite, contente. Dans un marathon, ce qui fait plaisir quand tu vois le point final. C'est l'euphorie. Merci mon Dieu. Là, tu donnes la médaille. Oh là là. Quelle euphorie. Dimanche, j'espère de faire mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'étais encore un peu blessée. Alors j'espère cette année que j'arriverai les 5 heures. Vous l'avez vu, Ginette Bédard, la seule octogénaire de ce marathon de New York. Vous allez également le voir en images, en quête désespérée et en quête d'un miracle pour sauver leur jeune fils d'un cancer en phase terminale. Un couple de migrants honduriens tente le long voyage vers les États-Unis d'Amérique.
Le 6 novembre prochain, un tiers des sièges du Sénat américain seront en jeu lors des élections de mi-mandat. Favorisées par le mode de scrutin, les républicains espèrent conserver leur majorité au Sénat et peut-être même gagner quelques sièges. Dans le Missouri, terre conservatrice du centre des États-Unis, la sénatrice démocrate Claire McCaskill voit son siège remis en jeu. Reportage. La sénatrice Claire McCaskill arrive triomphante. Et pourtant... Vous voulez un scoop sur cette élection? C'est serré, très serré. Dans le Missouri, les deux candidats au Sénat sont coude à coude dans les sondages. La démocrate laboure le terrain pour conserver le siège qu'elle occupe depuis 12 ans et ainsi empêcher une trop grande majorité républicaine. Au cœur de ces terres conservatrices, dans le centre des États-Unis, Donald Trump est arrivé largement en tête aux élections de 2016. Claire McCaskill doit donc jouer la carte du compromis pour convaincre les électeurs de voter encore pour elle. Il faut s'opposer au président quand il a tort, comme sur les tarifs douaniers qui brutalisent l'industrie agricole dans mon État. Mais il faut aussi pouvoir travailler avec lui, comme sur la loi contre les opiacés. 2 ans après son élection, le président séduit toujours, boosté par un contexte économique favorable. Un taux de chômage résiduel, la croissance au rendez-vous. Je pense qu'il a fait un bon travail. Je vois beaucoup d'améliorations dans le pays. Et j'espère qu'on va continuer dans cette voie. Côté républicain, Marie-Élisabeth, une candidate à un poste local, a frappé à des milliers de portes pendant la campagne. Si la jeune femme constate un engouement clair pour Donald Trump, elle rappelle l'attachement de ce petit État rural à certaines valeurs démocrates. Nous sommes un des rares États qui a une large base indépendante, parce que les gens sont très conservateurs sur le plan social, mais ils veulent de bonnes écoles, de bonnes routes et une bonne gouvernance. Donc les deux candidats ont de la marge pour faire pencher la balance vers un parti ou l'autre. Dans la dernière ligne droite de la campagne, Donald Trump se rend 2 fois dans le Missouri pour soutenir son candidat Josh Hawley. Le président espère une nouvelle fois faire pencher la balance en sa faveur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 6h. Merci beaucoup Hamza Diaby. 7h03. Tout de suite, nous allons recevoir M. Akichi Alain Roger. Il est directeur de la communication et des relations extérieures de l'Agence nationale de gestion des déchets. Exceptionnellement pour ce lundi, juste avant donc, la thématique, je rappelle que l'ANAGED est notre nouveau partenaire sur Matin Bonheur. Alors, Monsieur Akichi, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Depuis quelques jours, on va dire que l'ANAGED a fait sa mue, hein. Tout est beau, on voit de nouveaux cars, de nouveaux engins de collecte de déchets dans le riz. À quoi répond ce changement? Merci, effectivement, depuis le 2 novembre, dans la nuit du 2 au 3 novembre, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé au démarrage progressif de nouveaux opérateurs de collecte des déchets en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est ce qui justifie ces nouveaux engins que vous avez à l'écran. Et donc, depuis cette nuit-là, les véhicules de ramassage et de collecte des ordures sont des véhicules flambant neufs pour le bonheur de la population abidjanaise. Alors, quelle est la particularité avec ces nouveaux services? Autrement dit, qu'est-ce qu'ils envoient de particulier dans la gestion des déchets en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu beaucoup passer quand même. Oui, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles. Aujourd'hui, c'est une professionnalisation du secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, avec ces nouveaux engins, avec une nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire, il y a la construction d'infrastructures modernes. En plus, il y a la professionnalisation du secteur des déchets. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, parlez-nous un peu du CEVET de Kosiwan, tout en espérant que ce ne sera pas à l'image de la décharge d'Akwedo. Non, je peux vous garantir que le CEVET, le Centre de valorisation et d'enfouissement technique des déchets de Kosiwan, est vraiment aux antipodes d'Akwedo. Akwedo, c'était une décharge à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous sommes dans une gestion moderne des déchets. Et donc, il faut que les Ivoiriens s'habituent à un nouveau lexique en ce qui concerne la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. On parle de collecte des déchets, on parle de précollecteurs, on parle de centre de transfert, on parle de centre de groupage. Et en ligne de mire, on parle du CEVET de Kosiwan qui est situé à 45 km dans la commune de Songo.
À partir de maintenant, vous n'aurez plus ce liquide-là qui dégouline des camions de poubelles qui circulent à Abidjan, qu'on appelle le Lixivia. Tout cela va être géré par ces nouveaux engins. Et je voulais rappeler à la population que même le Lixivia est un liquide qui est réutilisable dans la nouvelle politique de gestion des déchets. D'accord. Alors, ça sont les grands moyens, hein, et ça, on est très heureux pour les populations, pour nous-mêmes, parce que l'environnement, c'est la vie. Avec tout cet argent investi dans ce nouveau système, qu'est-ce que vous préconisez pour sa pérennisation? Une chose est que ce soit nouveau, mais il faut que ça dure. Alors, je crois que la question est la bienvenue. Il faut que les Ivoiriens comprennent que la gestion de leur cadre de vie dépend d'eux-mêmes. Voilà, il faut que nous puissions accompagner les efforts faits par le gouvernement, parce que Son Excellence, le président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, voudrait bien que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie paisible, avec une gestion moderne des déchets. Il faut que les Ivoiriens adoptent de bons gestes, des éco-gestes. Voilà. Donc on n'attend pas éco-gestes, un geste anodin, très simple, que chaque citoyen devrait faire pour rendre son cadre de vie propre. Par exemple, bien emballer ses ordures, les sortir aux heures indiquées par les opérateurs et ne pas sortir les ordures en dehors du passage des camions de ramassage. Il faut que les Ivoiriens arrivent dans un premier temps à déjà inculquer, à accepter ces notions d'éco-gestes. Alors, on va justement leur donner les horaires indiqués pour sortir les déchets. On va donner le planning pour la collecte. Pour ce qui concerne les plateaux qui sont déjà desservis, c'est-à-dire que du côté de la zone nord ici, on a plateau et Cocody. Donc, l'heure de sortie des ordures, c'est de 17h à 21h. Voilà, l'heure de sortie, je répète, 17h à 21h. Pour la zone sud, c'est-à-dire Trècheville, Makouri, Koumassi et Port-Boué, c'est le jour de 5h à 6h et de 20h à 21h. Donc, en dehors de ces heures, ce n'est plus la peine de sortir les déchets. Vous attendez l'heure suivante. C'est chaque jour, hein? Chaque jour, c'est comme ça, jusqu'à ce que les opérateurs décident de modifier les heures. Et parallèlement à ça, il y a des véhicules qui font de l'entretien, qui passent après... Voilà, c'est un système de gestion moderne. C'est vrai que nous allons toujours voir les dames qui balaient, les hommes qui balaient avec vraiment un nouveau système, mais les camions aussi seront là de nuit pour ramasser et pour vraiment rendre notre cadre de vie propre. Voilà, donc on va rappeler les heures de sortie des déchets. Au plateau à Cocody de 17h à 21h et Trècheville, Marcory, Koumassi, Port-Boué de 5h à 6h et 20h à 21h. Très bien. On espère que c'est bien noté à la maison. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akichi Alain Roger. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des relations extérieures de l'Agence nationale de gestion des déchets. Nous saluons donc toute cette dynamique équipe-là qui a un grand défi à relever et à coup suivant le relever avec tous les moyens que nous constatons. Bon courage à vous. Merci. Et bonne journée. Oui, bonne journée, bon début de semaine également. Dans un instant, la thématique, ce sera donc l'emploi. On va parler de la réussite de son intégration dans une entreprise. Vous venez d'arriver dans une entreprise, vous ne savez pas quel réflexe avoir. Parfois, vous regardez tout le monde en ennemi ou en ami, c'est selon. Que faire? Regardez. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors, comment réussir votre arrivée dans une nouvelle entreprise? Aujourd'hui, la question de l'intégration professionnelle est plus que, je veux dire, une problématique. On sort de l'école avec des diplômes et l'insertion, ce n'est pas forcément une chose évidente. Donc, quand nous avons une opportunité, je veux dire, de stage, et qu'on arrive dans une entreprise, il faut se mettre dans la posture du demandeur et donc faire preuve de beaucoup d'humilité, accepter ce que certains pourraient qualifier de mauvais traitement et même quelquefois d'humiliation parce qu'on a un objectif. Selon moi, pour pouvoir réussir son intégration professionnelle, il faut surtout être assidu non seulement au travail, venir à l'heure et être beaucoup poli envers les patrons et envers aussi ses collègues, surtout éviter de faire de la bagarre. Pendant la phase d'intégration, on veut faire ses preuves et montrer son opérationnalité très vite. Mais dans de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de procédure pour faciliter la prise de poste par les nouveaux arrivants. Et quand les process existent, ils sont souvent imparfaits. C'est bien de recruter, mais il faut recruter, quand on recrute, c'est pour que l'employé qui entre en entreprise soit productif, opérationnel. Donc la question, c'est comment faire pour que la nouvelle recrue
soit rapidement opérationnel. Il y a des outils qui vont aller avec. Les outils, accueillir un nouveau, c'est lui établir un plan d'intégration et d'orientation qui reprend les différents points. Qu'est-ce qu'il fait le premier jour, qu'est-ce qu'il fait le jour d'après, ainsi de suite. Il y a également, s'il y a un journal de l'entreprise ou un livret d'accueil, déjà, ça pourrait aussi lui permettre d'avoir l'information dont il a besoin pour s'orienter. S'insérer au mieux nécessite donc une phase d'observation, d'adaptation et d'échange, mais surtout des codes qui ne sont pas forcément explicites, dont sont victimes de nombreuses femmes. Le sujet du droit de cuissage qui vise les jeunes filles en quête de leur premier emploi ou qui viennent d'arriver, pas forcément pour un premier emploi dans une entreprise. C'est abject, c'est sournois, c'est violent et c'est à dénoncer, c'est à condamner. D'autant que ce sont des choses qui se passent entre quatre murs, entre deux personnes, qui sont difficiles à prouver et surtout à inventer. Parce que la jeune fille qui veut un emploi est souvent sujette à beaucoup de compromissions. Voilà. Mais je pense que de plus en plus, l'on doit briser ce silence. Une mauvaise intégration professionnelle entraîne parfois des conséquences économiques. Quelqu'un qui arrive, qui n'est pas bien intégré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour bien faire son travail. Ça veut dire qu'il y a des insuffisances en termes d'orientation et donc qui impactent naturellement le rendement professionnel. Être embauché est une chose, s'intégrer dans une équipe en est une autre. Un exercice subtil et délicat. Il faut se conformer à un esprit, à une culture, tout en apportant ses compétences et sa personnalité. Voilà, l'élément nous a situés sur le sujet. Bonjour, monsieur Joseph, bienvenue. Bonjour, Alix. Bonjour, Marco. D'accord. Tout de suite, quand on arrive en entreprise, on a signé, parce qu'on a parlé déjà du contrat de travail, on a signé, on a notre visa. Qui nous tient la main pour nous intégrer? Alors, dans le processus d'intégration, il y a au moins 3 personnes qui vont intervenir. D'accord. L'unité des ressources humaines va intervenir. Le superviseur de l'employé va intervenir. Et généralement, il y a ce qu'on appelle le binôme ou le coach ou le mentor ou le tuteur en entreprise qui va intervenir. Et chacune de ces personnes va jouer un rôle pour équilibrer le nouvel employé qui arrive dans son milieu de travail. Et vous avez dit un milieu de travail. Tout à l'heure, le consultant, M. Valentin Zaouidegou, que nous saluons très respectueusement, a dit dans l'élément qu'on parle de livret d'accueil, tout ça. Qui est chargé au fait d'inculquer la culture d'entreprise au nouveau? Alors, la culture d'entreprise est tout un ensemble de codes, d'environnement, de concepts et qui sont liés à l'identité d'une entreprise ou d'une organisation. Elle n'est pas un élément précis qu'on adopte comme un bonbon qu'on prend et on a la culture d'entreprise. Ça aurait été plus facile. Voilà, donc l'individu qui arrive dans une entreprise va faire un parcours. Et c'est ce parcours qui va lui permettre de s'acclimater et de se confondre à l'environnement de cette entreprise et de faire un avec cette entreprise. L'unicité avec l'entreprise passe par l'acclimatation. Alors, quel est le temps d'adaptation pour s'intégrer? Il faut observer sous combien de temps avant de pouvoir, on va dire, se lâcher, quoi. OK. Alors, un individu qui est recruté comme nouvel employé dans une organisation, comme le reportage l'a dit, c'est comme un visa que vous avez pour entrer dans un pays. Mais ce visa ne suffit pas à lui seul pour que vous puissiez circuler librement et réussir dans ce pays-là. Parce que ce visa a des modalités. Voilà. Et donc, il faut pouvoir connaître le langage de ce pays, il faut pouvoir connaître le code de ce pays, et c'est ce que l'exercice d'intégration va permettre de faire. Alors, pour revenir à votre question, les personnes qui sont impliquées, j'ai parlé des ressources humaines, du superviseur et certainement du mentor. Ces personnes vont avoir un rôle précis à jouer. Le document qui est élaboré, qui gère le parcours d'intégration, est un document qui s'élabore sur l'avant-arrivée de la personne, le jour J et les mois qui suivent. Avant que l'employé n'arrive en entreprise, il faut avoir préparé son environnement à le recevoir. Parce que c'est très désagréable qu'un nouvel employé arrive dans une équipe et il n'est pas attendu. C'est-à-dire que ses collègues ne savent même pas qu'il devait
arriver travailler là aujourd'hui. Et donc, c'est déjà un élément de démotivation. Communication. Et donc, il y a un mail qui va partir, une communication qui va partir dans l'entreprise pour dire nous allons recevoir M. Marcelin qui rejoint la RTI. Bienvenue il a à fait vous. des études en communication dans telle école. Il est crédité de 10 années d'expérience. Et il rejoint telle équipe. Et donc, le jour que vous arrivez, déjà vos collègues savent que c'est celui dont on a parlé. On sent que quelqu'un de considérable, d'important est arrivé. Oui, oui. Parce qu'il est important de remarquer que nous dépensons beaucoup d'argent dans le recrutement, beaucoup d'énergie, ça prend du temps à l'organisation et ce serait dommage de perdre une perle si rare après être arrivé et n'avoir pas été bien intégré. Tant d'éloges pour M. Govoy ce matin. Alors, quelle attitude le nouvel arrivé doit adopter face à ses collègues, à son environnement, quand il arrive voilà, au plus ancien? OK. Lorsque l'employé arrive, comme le documentaire l'a dit, il va faire le parcours d'intégration qui, déjà le premier jour, il faut que le superviseur qui reçoit le nouvel employé puisse consacrer du temps au nouvel arrivé pour lui donner toutes les chances de réussir dans sa mission. Et donc, le premier jour, il va passer par plusieurs types de réunions. Déjà, une réunion d'introduction. Ils vont prendre sa main pour aller dans les différents départements, dans les différentes sections dans l'entreprise. Oui. Et une fois qu'il a fait ce parcours, il faut s'asseoir avec lui pour dérouler le parcours d'intégration qui va intégrer les personnes, les dates, qui fait quoi pour lui, qui va lui montrer tel aspect de l'entreprise. Et donc, tous les départements qui vont interacter avec lui dans son passage dans cette entreprise vont être impliqués dans ce parcours d'intégration. Avec le timing. Monsieur Kassé, une question très qui revient souvent au-delà du circuit habituel. Mentor, et tutti quanti. Est-ce que le nouveau venu ne doit pas avoir dans sa besace sa botte secrète d'intégration qui n'a rien à voir avec le circuit officiel? Alors, réussir dans une entreprise répond à des objectifs bien précis. Vous êtes dans une entreprise, quand on dit qu'on a réussi dans une entreprise, ça veut dire que les objectifs qui m'ont été assignés ont été atteints. La réussite, c'est aussi bien pour le bien de l'entreprise que pour moi qui arrive mon accomplissement professionnel. Et donc, quand j'arrive en entreprise, il faut que mon superviseur puisse m'assigner des objectifs dans la période d'intégration qui peut aller de 1 à 3 mois. Et cette période d'intégration va être liée à des objectifs précis. Et que si je les atteins, je suis capable maintenant d'aller à l'autre étape de l'entreprise qui est la plénitude des responsabilités qu'on va m'assurer. Parce que je suis dans une période d'essai aussi. En Côte d'Ivoire, on parle de 1 mois à 3 mois. Non, ma question, c'est au-delà du fait que on vous prend la main pour vous guider, voici ici c'est ceci, ici c'est cela. Est-ce que le salarié lui-même, le nouveau venu lui-même, ne peut pas avoir son circuit à lui d'intégration? Il ne peut pas définir son circuit à lui. Le circuit qui est défini... Non officiel, hein, c'est personnel, oui, c'est documenté. Par mon expérience, je sais comment aborder de nouvelles personnes, comment m'adapter à de nouvelles personnes. Et ça, c'est toujours la secrétaire qui parle beaucoup, à qui on peut demander des informations capitales. Bien sûr, et ça, c'est le rôle aussi du tuteur qui va te dire que la jeune dame que vous voyez là, attention, elle n'est pas seulement une secrétaire, mais elle a beaucoup d'interactions dans l'entreprise. Donc, le bonjour matinal est important avec elle. Même le vigile que vous voyez là, il a son rôle à jouer dans l'entreprise. Et donc, le bonjour, OK. Et donc, tous ces codes, on ne va pas vous les donner dans un document officiel. Vous allez les avoir par votre capacité à être de façon harmonieuse avec les gens, d'une certaine façon. Alors, l'intégration parfaite, qu'est-ce qu'elle apporte à l'employé au sein de l'entreprise? OK. L'intégration parfaite permet à l'employé de se sentir à l'aise et de se sentir important dans la structure et de pouvoir dérouler ce pour lequel on l'a recruté. On a recruté l'employé pour participer aux résultats de l'entreprise. Et donc, cet employé qui arrive, il faut que dans les premiers mois, il puisse engranger ses premiers succès. Les premiers succès de l'employé, c'est le succès de l'entreprise. Et ça permet à l'employé de capter la culture de l'entreprise, l'environnement de l'entreprise et de se positionner comme un acteur clé de cette entreprise. Il y a des employés aussi qui arrivent et qui restent longtemps des nourrissons de leur mentor. D'où ma question. Est-ce que le mentor, c'est un manteau? Ou bien c'est un manteau qu'à un moment, il faut savoir enlever pour élaborer le sien? Alors, le bon mentor, c'est celui qui est capable de transmettre un savoir-faire, une connaissance, un savoir-être et à un moment donné, révéler les capacités, la qualité de la personne qui l'a accompagné. S'il n'est pas capable de le révéler, alors son rôle de mentor n'a pas sa place.
Alors, l'employé, il est intégré. Tout de suite, quelle est la relation qu'il doit avoir? Il doit tisser, est-ce qu'il peut tisser des relations particulières avec les uns et les autres ou rester au mieux opaque dans, on va dire, dans l'ensemble? OK. L'employé doit se fondre dans l'environnement total de l'entreprise. Et c'est pourquoi il ne va pas rester dans son seul département. Il va avoir la possibilité de se frotter également à d'autres unités de l'entreprise pour qu'au terme, l'employé puisse se sentir véritablement à l'aise dans l'organisation. Sinon, il sera un élément isolé, alors que nous avons besoin de former une équipe de travail et cet employé, sa contribution est attendue. Monsieur Kassé, question à 10 000 euros. Okay. Est-ce que l'intégration, est-ce que le sexe intervient dans l'intégration? Est-ce qu'il est plus facile pour un homme de s'intégrer ou pour une femme? OK. Cette question nous ramène à la gestion de la question du harcèlement, oui, en milieu d'entreprise. Le harcèlement en milieu d'entreprise est une réalité aujourd'hui dont il ne faut point se cacher. Et si vous avez lu l'actualité internationale, plusieurs grandes organisations, des ONG internationales, des multinationales ont été obligées de venir se confesser que nous avons des cadres, nous avons des managers qui sont livrés à ce genre d'activités et qui ont terni l'image de leurs entreprises et de leurs organisations. Donc aujourd'hui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le sujet ne doit plus être tabou. La loi le protège assez, protège le personnel, les employés, et nous devons pouvoir le dire haut quand il advient ce genre de cas. Alors, M. Kassé, on va insister sur l'attitude à adopter, parce que certains employés arrivent à différents postes, hein, on va dire de responsabilité. On peut arriver être en haut dans le comité de management ou au bas de l'échelle ou encore en intermédiaire. Alors, en fonction de son intégration, quelle est l'attitude qu'on a avec les uns et les autres, le manager et ses subalternes et ainsi de suite? OK. La période d'intégration permet à l'employé également de comprendre son rôle dans l'entreprise. Et ce rôle va définir les différentes interactions, les différentes actions qu'il doit mener dans la période d'intégration. Et donc, que vous soyez à un rôle de manager, que vous soyez à un rôle d'employé simple, votre contribution est attendue avec des objectifs bien précis. Et ces objectifs que vous devez chercher à atteindre. Et donc, quel que soit le rôle que vous jouez dans l'entreprise, vous avez la responsabilité de travailler selon ce plan d'intégration qui inclut des objectifs bien précis à atteindre dans un thème bien précis. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir, de façon concrète, hein, l'entreprise qui accueille, quels sont les codes? Que ce soit l'entreprise, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a des codes universels pour bien accueillir un salarié. Okay. Il a un kit, il reçoit un kit. Mais chez nous, en Afrique, quand on vient déjà, on cherche à savoir, vous êtes de quel parti politique, qui vous a recommandé, vous venez de quelle région. Vous êtes trop bien habillé. Voilà. Tout ce dont nous parlons depuis ce matin, ce sont des règles de bonne pratique pour de bonnes pratiques. Et si nous voulons avoir des entreprises performantes, elles doivent intégrer les règles de bonne pratique. Qu'est-ce que vous constatez, vous, le pro, sur le terrain? Est-ce qu'on respecte tout ça? Sur le terrain, je vais vous assurer que même les petites et moyennes entreprises qui adoptent un parcours d'intégration équilibré pour l'employé ont des succès. Parce qu'il y a des nouveaux venus, vous les voyez, on a l'impression qu'ils sont là depuis 5 ans. Ils peuvent être imbus de leur personne par rapport à ce qu'on leur a dit. Voilà, le mentor, s'il se trouve que c'est un mentor avec M, M majuscule, bon, le mentor lui a dit non, lui là, il faut le respecter, lui là, il peut le respecter. Voilà, ça se passe dans nos entreprises. Oui, malheureusement, ça se passe parce que l'intégration ne s'est pas faite de la façon la plus professionnelle. Si j'ai recruté mon neveu dans l'entreprise et que je lui ai fait comprendre que cette entreprise est une entreprise familiale. Ou bien si j'ai recruté quelqu'un qui est du même parti politique que moi. Voilà. Et donc, du coup, ça force le jeu. Ça force le jeu de la collaboration et ça casse l'esprit d'équipe. Okay? Et donc, ça fragilise l'entreprise. Voilà. Et donc, on ne crée pas une entreprise pour satisfaire des ambitions personnelles. Une entreprise doit aller au-delà de ma personne. Elle doit devenir une entreprise qui survit à ma personne, même si j'en suis le fondateur. Et donc, ça, c'est les principes simples de management, de gestion qui permet à n'importe quel entrepreneur de... Voilà. D'accord. Alors là, on a parlé du nouvel employé qui intègre. Oui. Mais les anciens, est-ce que le bizutage, il est autorisé quand ils arrivent? Ben oui, quand ils arrivent, est-ce qu'il faut leur donner des commissions qui ne sont pas, on va dire, dans leur fiche de poste? Oui, je pense que c'est un peu ce dont on a parlé la dernière fois. La bonne amitié, la bonne camaraderie en entreprise voudrait qu'on se rende service. Mais attention, ce service ne doit pas occulter que j'ai été recruté pour jouer un rôle bien précis dans l'organisation avec une fiche de poste bien précise. Et donc, c'est les éléments de ma fiche de poste, c'est ma contribution qui est attendue par l'entreprise à laquelle je suis tenu.
Sinon, je ne suis pas tenu par rendre service, aller payer le café du patron, aller... Et banane braisée. Voilà. Ouais. Mais je veux dire, par rapport en football, par exemple, celui qui intègre une nouvelle équipe, le soir au restaurant, pousse la chansonnette. Oui. Il y a des entreprises, par exemple, où vous arrivez, vous payez le premier pot, ou bien vous faites un sketch. C'est vrai que c'est pas fondamental, mais quelque part, ça participe de l'intégration aussi. Oui, ça fait partie de l'intégration et de l'acclimatation. Et puis également, ça permet à l'employé de se fondre dans l'esprit de l'entreprise. Et donc, moi, je pense que c'est des codes d'amitié et de fraternité qui sont les bienvenus. Mais bien entendu, il ne faut pas que ça soit exagéré. Vous n'allez pas me demander d'aller offrir un mouton ou un bœuf parce que je viens d'arriver. Le brunch. Voilà. Ou bien de faire un striptease parce que oui, on a... Dis donc. Ah oui, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, M. Cassé, pour toutes ces informations. Et puis, on souhaite la bonne arrivée à tous les nouveaux dans les différentes structures aujourd'hui. Certainement qu'il y a des nouveaux qui nous regardent. Du courage, tenez bon, prenez les bonnes infos. Ne vous fiez pas au langage officiel. Cherchez à côté aussi. Documentez-vous sur l'entreprise. C'est très utile. C'est utile et c'est toujours utile de suivre Matin Bonheur et même les autres programmes du groupe RTI. Vous retrouverez Saint-José à Messan juste après le générique. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On se voit demain, n'est-ce pas, Marco? Ness, ciao, ciao. À demain. Merci. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la NAGED vous a présenté Matin Bonheur. Ayons un comportement éco-citoyen. La propreté, c'est l'affaire de tous.